C'est en fin de compte pour évoquer quelque chose de plus proche de Vermeer, comme on sait, qui a fasciné les photographes, mais qui n'enlève absolument pas de la photographie ni dans sa forme, ni dans son contenu. C'est simplement quelque chose de lisse et de dépouillé, de caméra oscura, c'est vrai. Il y a une plastique autonome qui justement n'est pas photographique. Tout en créant des problèmes de mise au point, etc. Enfin, il y a un registre formel que la photographie ne peut pas créer en tant que tel, ne peut que reprendre, parce que son registre formel, il est toujours sujet de la caution en lui-même. Dans le mur, il y a une objectivité première, il y a un détail qui pour un peintre est toujours omniprésent, il y a toujours trop de détails pour un peintre de photographie. Si on reste dans la conception réaliste des choses, même les belles photographies initiales, enfin, je n'ai pas en tête des premiers photographes, enfin, qui, dans certains paysages, nous donnent déjà une précision extraordinaire des rendus de la végétation, des roches. On sait que pour un peintre, c'est déjà trop chargé ou trop rempli. Ce sont des critères plastiques généraux, d'ailleurs, que les photographes après pourront s'approprier. Et c'est des critères qui ne sont pas trop pris en conséquence, enfin, pris en compte par les photographes, d'autant plus que si on se situe dans une démarche conceptuelle, ce qui est le cas de la philosophie plasticienne ou la photographie plasticienne, avec la question de la fameuse causa mentale, que là aussi on se resserre, enfin que l'on se passe. La causa mentale, chez Vinci, repris par André Chastel, c'est peut-être pas du tout ça. C'est pas conceptuel, c'est au contraire une sorte de lien entre le cerveau et la main. André Chastel, dans son petit livre sur Vinci, tranche d'ailleurs sur cette conception classique d'une peinture purement mentale. Ce serait au contraire une peinture visuelle exécutée à la main, absolument pas purement mentale, et qui se situe évidemment dans un problème sensible de rapport plastique. Purement mental, quand Vinci dit causa mentale, ça veut dire pas du tout que c'est une abstraction. Ça veut dire que ce qui est visé est d'ordre intellectuel. Voilà ce que ça veut dire. Et c'était le cas pour Vinci au XVIe siècle. Il affirmait, par rapport effectivement à ce qu'était un simple travail d'exécutant, d'artisan, etc., il affirmait qu'il y avait cette dimension intellectuelle du travail esthétique. Et actuellement, dans la photographie elle-même, c'est pour ça que je parle des usages de la photographie. Parce qu'il n'y a pas une photographie, on ne peut pas dire la photographie. Pour moi, le terme même de photographie plasticienne est très sujet à caution, parce que tout simplement, toute photographie est plastique, extrêmement construite plastiquement, qui ont une visée autre que celle de l'art pour l'art. Donc, pour moi, dans tout ça, il y a énormément, disons, de confusion. Ce que je cherche un peu, c'est à serrer les choses, à distinguer et à établir des registres. Et en fait, pour établir ces distinctions, je pense qu'il est nécessaire justement de ne surtout pas ontologiser ce qu'on appelle la photographie, qui n'est absolument pas une chose unique. Photographier, c'est juste une activité technique. Ensuite, être photographe, c'est encore autre chose. Moi, je peux photographier, mais je ne suis pas photographe. Et être photographe, ça peut avoir des objets très différents. Il y a des photographes qui font des photographes d'archives, qui vont photographier telle ou telle pièce dans tel ou tel musée ou tel objet pour mettre dans les magazines. Ce sont des photographes. Bon, mais ils n'ont pas l'intention de produire un travail artistique. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est la photographie en tant qu'art, et pour pouvoir déterminer ce qu'elle peut être comme projet esthétique, il faut déterminer vers quoi pourrait tendre ce projet, quels pourraient en être les objectifs. Donc ce que je montre, c'est que là où il y a des objectifs très différenciés, il y a aussi des rapports différenciés au monde économique. Et ce qui, moi, me saisit, c'est qu'il y a un domaine économique hégémonique qui a absorbé une large part de l'activité photographique, et ce domaine économique, c'est celui de la presse. Donc, du coup, évidemment, les photographies que tout le monde connaît, ce sont les photographies de presse. Et donc, il y a une esthétique standardisée qui s'est répandue partout, qui fait que finalement, quasiment personne ne peut citer d'autres photographes que justement Haussine, Cartier-Bresson, tous les gens issus de ces agences de presse. Or ça n'est qu'une petite partie de la production photographique, même si ça se présente de manière hégémonique dans la réception photographique. Et donc pour moi, il y a véritablement un racket qui a été opéré par ce monde, effectivement,
marchand, qui est le monde de la presse. Et c'est ça aussi que je cherchais à mettre en évidence dans ce travail, mais du coup il aborde des champs très, très différents. Mais ce que je cherchais à mettre en évidence, c'est justement que cette question de ce qu'on appelle la liberté de la presse, mais c'est bidon et compagnie, c'est-à-dire ça n'a pas de sens de prétendre que la presse soit un critère de liberté et qu'elle permette de valoriser la liberté quand on sait qu'elle est inféodée à des groupes de presse qui sont des multinationales entièrement politiques, représentant des pouvoirs économiques bien particuliers. Et si l'on considère que là, les 90% des photos que connaît le public sont liées à ces groupes-là, on peut s'inquiéter, effectivement. Donc, moi, ce que je cherche à défendre, c'est justement, non pas à condamner la photographie parce qu'elle est liée au groupe de presse, mais au contraire, à défendre la photographie et à la soustraire à ce racket qui a été opéré sur elle par le monde de la presse. Racket dont là, on est témoin, puisque ce sont ceux-là, effectivement, quand je cite Alan Sekula ou Lewis Boltz, à peu près personne ne sait qui c'est. Mais si on cite Ossine, qui est juste un faiseur qu'on a quasiment oublié, ou Cartier-Bresson, qui est effectivement quelqu'un d'extrêmement connu, mais extrêmement quand même particulier dans ce monde-là, ça, tout le monde connaît. Donc, pour moi, ça, c'est un problème. Il y a eu une confiscation. Il y a une confiscation des possibilités de faire connaître, effectivement, la photographie en tant qu'art. C'est juste ça que je veux défendre. Là, peut-être un peu général, parce que tu dis tout le monde connaît, là encore, je me propose comme un ignare complet, je ne connais pas beaucoup. Les seules personnes que je connaissais, c'est Christian Hignon qui a fondé l'agence Vue, qui est bien de presse, mais qui n'est pas mal, qui est intéressant et qui a mis en relief, c'est pas Christian, non, je veux dire, Cojol, c'était un de leurs amis, oui, qui a fondé cela, donc tu peux pas faire entrer cela parmi les groupes de presse, qui est pourtant un groupe de presse important, oui. L'agence Vue est liée à Libération. Mais il n'a pas, il est à Libération, oui. Et au groupe de presse de Libération. Il n'a pas une vision, particulièrement sclérosé de ce qu'il présente. Il présente souvent des expositions qui sont très intéressantes. Ce sont des modes de rapport à l'image qui sont standardisés par la photo de reportage. Cojol, c'est quelqu'un qui valorise la photo de reportage. Oui. Donc une part de la photographie dont il fait finalement la représentation hégémonique de la photographie. Et du coup, lui-même, voyant que dans la presse, effectivement, la photo commençait à battre de l'aile, pour les raisons qu'on a dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait entrer ces photographes dans les musées. C'est comme ça que D'Agata est entré au musée. Mais c'est-à-dire, ce sont des photographes issus de la photo de presse. Qui deviennent effectivement, finalement, des acteurs du marché de l'art. Donc après avoir monopolisé la photographie pour la presse, ils la monopolisent maintenant, y compris sur le marché de l'art. Et ça crée, pour moi le problème, c'est surtout que ça standardise le regard. C'est-à-dire que finalement, il y a une habitude de voir toujours les mêmes images, d'avoir toujours ce rapport à la photo choc, à la photo saisissante, etc. Donc, Cojol est l'un des acteurs majeurs. C'est pas du tout un marginal, hein, c'est un dominant. Oui, mais d'un autre côté, tu parles de raquette. Moi, tu dis entrer dans les musées. Pour l'instant, moi, je ne connais aucun musée de la photographie. Si. Non, il y a le musée je ne vais pas dire musée de la photographie, musée de photographie. Je connais des musées de peinture, je vais en voir beaucoup, mais je ne connais pas, je ne me déplace pas. Je ne me suis jamais déplacé pour l'instant, par exemple, au Grand Palais, pour voir une exposition de photos, de photographes. En revanche, pour ce qui est la peinture, je me suis bien déplacé. J'en connais un bon rayon. Donc,
tout ça pour dire que, quand tu dis la presse c'est cornaquer la photo, moi j'ai tendance à me dire, mais pour tous les arts, il faut qu'il y ait un endroit où quelqu'un paye. À une époque, c'était l'Église qui payait. Et on n'avait que des photos, que des peintures, que des représentations bibliques. Ensuite, ça a été les aristocrates. On n'a que des trucs d'aristocrates. Puis à partir du XIXe siècle, ça a été l'État. Et c'est là que, parce que là tout à l'heure tu disais que du coup là, les institutions deviennent, elles ont les deux trucs, à la fois elles payent, et à la fois elles organisent, et à la fois elles disent ce qu'il faut produire, quoi. C'est là-dedans que ça se joue, quoi. Ça se joue dans cette... Qui paye? Bien sûr. C'est pour ça que j'ai parlé. Parce que le problème avec l'art, c'est que c'est du prototype, et que le prototype, ça ne fait pas manger. C'est ce que j'ai dit par rapport aux institutions tout à l'heure. C'est-à-dire, le moyen qu'il y ait le moyen paradoxal qu'il y ait une relative autonomie de l'art, c'était justement le rôle des institutions, de permettre cette autonomie. Donc c'est paradoxal de le dire, parce qu'on dit les institutions, c'est l'État, en quoi est-ce que ça rend l'art autonome? Mais c'est tout le contraire, justement. Un espace public de production, d'économie des images, peut permettre, justement, qu'elle ne soit pas inféodée au marché. Il pourrait y avoir un rapport de concurrence entre le marché et les institutions. Or, et là, ça ferait jouer, effectivement, la possibilité d'une alternative et la fin d'une hégémonie. Mais ce n'est pas le cas. Mais alors, est-ce que ça vient du fait que, parce que c'est quand même assez récent comme mouvement dans les institutions, dans tout le truc, parce que plus ça va, plus dans les lieux de ce type-là, ou les lieux associatifs, c'est ne chercher plus la subvention, aller chercher sur le marché donc des sponsors. Est-ce que ça vient de là, cette histoire-là? C'est que même une institution comme s'appelle Boubou, ça va chercher on dit des mécènes, quoi. Hein. Oui, mais les mécènes, c'est les entreprises, donc. Oui, c'est un processus de privatisation. Mais il y a d'une part un processus de privatisation, ça c'est une chose, puis d'autre part, il y a un processus d'inféodation des institutionnels aux lois du marché. C'est pas la même chose. C'est-à-dire que là, les institutions demeurent des institutions, hein, elles sont pas privatisées, mais en revanche, ce qu'elles montrent, et donc le type d'art qu'elles encouragent, leur est entièrement dicté par les lois du marché de l'art. Et donc, du coup, ça reconduit une autre forme d'hégémonie. Mais est-ce que c'est lié, en fait, est-ce que le fait d'être obligé d'aller chercher le mécène m'oblige à participer à telle institution au marché au lieu de rester en retrait? Est-ce que le fait d'aller chercher un mécène... Oui, d'être obligé d'aller chercher un mécène pour organiser l'exposition que je prévois d'organiser dans mon institution, est-ce que du coup, moi, je suis obligé en tant que conservateur d'entrer dans les considérations de marché pour pouvoir avoir mon mécène? Et que donc, c'est lié. Bien sûr, quand un grand musée ou un grand lieu d'art expose la collection Pinault, c'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire, on a tout simplement un industriel, un homme d'affaires, qui a créé sa collection pour pouvoir aussi précisément valoriser les œuvres qu'il a achetées, qu'il achète en fonction de ce qui est valorisable et dont il va tirer profit, en achetant, en revendant, etc. Donc, qui crée un marché. Et c'est c'est cette collection-là qui va être exposée institutionnellement dans des lieux muséaux. Donc, du coup, évidemment, il y a une circularité totale. Et ça, c'est aussi un vrai problème. C'est un autre problème, c'est une autre forme d'hégémonie, disons, mais elle ne laisse pas davantage de place
a la possibilité, d'une part, d'une diversité de la production, de la reconnaissance d'une diversité de la production, parce que la production est de toute manière diverse, mais d'autre part aussi, a la possibilité d'un art critique. S'il peut y avoir un type d'art critique, s'il peut y avoir un type de photographie documentaire critique, c'est-à-dire précisément qui interroge le réel, qui pose aussi des problématiques politiques à travers une perception esthétique, s'il peut y avoir cela, ça ne peut pas exister avec des systèmes institutionnels hégémoniques. Donc la question de l'hégémonie, c'est vraiment une question centrale, là comme partout ailleurs. Et ça fait partie d'ailleurs des processus de globalisation, ça s'inscrit dans les processus de globalisation. Ces gens qui sont les grands collectionneurs sont aussi des gens qui font des OPA sur ceci ou sur cela, etc. C'est-à-dire, là encore, il y a une circularité. Mais je pense que ça, il faut en prendre conscience pour tenter de trouver les moyens d'y échapper. Je ne pense pas du tout que la cause soit perdue, mais je pense qu'il faut déjà au moins prendre conscience que la situation est quand même grave de ce point de vue et qu'elle met en danger, d'une certaine manière, le devenir de l'art en général et de la photographie en particulier. Oui, mais cela vaut, ce n'est pas une objection négative, mais cela vaut pour tous les arts, on pourrait appeler d'exposition. Oui, cela vaut pour tous les arts. Pour le cinéma, c'est encore plus dépendant du marché, puisqu'il faut des sommes considérables pour les productions. Non, mais cela vaut pour tous les arts d'exposition, tu as raison, mais il y a une différence, c'est que la photographie est le seul art, ou en tout cas la seule possibilité esthétique, qui est déjà d'un autre côté, en dehors de cette question du marché, qui est déjà inféodé aussi à ce système qui a été quand même un véritable rouleau compresseur, qui est le système de la presse. Donc si tu veux, ça ne vaut que pour la photo. Voilà. Donc la photo subit ce que subissent les autres domaines esthétiques, plus cela. Parce qu'il y a bien la presse utilise bien le dessin, mais aussi on pourrait dire que les dessinateurs de presse sont très rares. Il y a une époque où il y avait beaucoup plus d'utilisation des dessins. Jacques Villon l'a dessiné pour la presse. Par exemple, il y avait, mais à l'époque de la guerre de 14, la plupart, la photographie existait, mais elle n'a pas donné beaucoup de scènes de guerre. Les scènes de guerre, je lisais un article de comment il s'appelle, Marc Miro, dans Le Monde, là-dessus, qui était intéressant d'ailleurs. Il disait qu'au fond, la photographie n'a pas donné grand-chose pour les scènes de guerre proprement dites. Ils ont donné ça parce que c'était trop difficile à manier, les photographes n'étaient pas en première ligne, donc, mais pour réaliser les scènes, c'était des dessins. Si on regarde la guerre de 1914, il y avait que toutes les premières couvertures sont faites avec des reconstitutions, des prétendues attaques, des choses comme ça qui n'ont jamais été photographiées, mais qui sont inventées par des dessinateurs. Oui, parce que et peut-être même jusqu'aux guerres modernes. Les guerres récentes, ça c'est la censure militaire qui empêche d'avoir des reporters qui d'ailleurs risqueraient beaucoup et qui ne donnent pas beaucoup de scènes de bataille. C'est impossible d'avoir des scènes réelles donc il y a une limite également d'ailleurs du pouvoir photographique de ce point de vue-là, comme celui du cinéma d'ailleurs. Il y a de temps en temps, il y a quelques fragments. Les guerres où il y en a eu, ça a été pris aussi par des acteurs, par des auteurs-acteurs, peut-être par des professionnels, comme des soldats, ou qui avaient des vidéos, ou qui avaient
des appareils portatifs, des mobiles, et qui ont pu prendre des photographies. D'ailleurs, là où il y a eu des photographies de torture, c'est eux que ça s'est retourné contre eux, d'ailleurs, où ils ont donné des documents extrêmement intéressants sur les procédés américains à l'égard des prisonniers. Bon, là, c'était intéressant aussi sur de la photo. Dans la prison, Il s'est retourné en définitive contre l'usage qu'on voulait en faire. Oui, mais alors, si tu veux, justement, il y a eu des moments différents. C'est-à-dire que, moi, j'ai parlé de cette date de 1856, pendant la guerre de Crimée, où Fenton photographie, effectivement, qu'est-ce qu'il photographie? Il photographie des champs de bataille, mais évidemment après la bataille. Il photographie des scènes d'état-major, il photographie des lieux où se sont établis les campements, etc. C'est-à-dire, lui, il fait une photo documentaire parce qu'on n'a pas les moyens de faire autre chose. L'appareillage photographique est extrêmement lourd, on ne peut pas le transporter partout. Il y a un temps de pause extrêmement long. Évidemment qu'on ne risque pas de photographier une bataille. On ne peut photographier que des choses inertes ou qui prennent la pause. Donc des cadavres, ou bien des états-majors en train de poser. Mais ça, c'est 1856, c'est la moitié du 19e siècle. Ensuite, en 1914, le matériel a commencé à s'alléger, mais pas suffisamment pour qu'on puisse prendre de vraies photos de guerre. Mais c'est dans l'entre-deux-guerres que les choses changent. Et c'est là, effectivement, où émergent ces agences de presse, Magnum, etc., et où Capa, etc., vont commencer à travailler. Là, il peut y avoir, effectivement, un travail sur le terrain, et un travail qui va davantage accrocher facilement le public. Précisément parce que il y a une espèce de photogénie de la guerre qui se manifeste à ce moment-là, et qui ne pouvait pas être prise en compte à cause d'impératifs techniques au XIXe siècle, ou même au début du XXe. Et justement, cette approche, parce que je pense que est-ce que c'est une approche qui est en fait égale de partout dans le monde, ou est-ce que justement dans une société où il n'y a pas la représentation des symboles religieux, etc., est-ce que la photo est pas délaissée, mais pas aussi importante que dans nos propres sociétés? En tout cas, pour ce qui concerne la photo pour ce qui concerne la photo de presse, ça, ce sont les médias occidentaux. C'est quand même, il y a eu quand même un modèle américain. Je citais Jake Smith avec le magazine Life. C'est quand même les Américains qui ont été les premiers, et si tu me dis si je me trompe, à avoir des agences photographiques. Ah, alors vas-y. Alors toi, les Allemands. Les Allemands, les agences sont créées dans les années 20. D'accord. Mais ça fonctionne sur le même modèle. Le modèle américain a maximalisé ce qui s'était ébauché. Oui, c'est ça. Et du coup, ensuite... Effectivement, l'image photographique de presse, c'est un modèle occidental qui cherche à s'imposer au monde entier, comme Hollywood cherche à imposer son modèle cinématographique au monde entier, etc. etc. Ça, c'est pas très compliqué à comprendre. D'où, effectivement, si un photographe algérien fait une photo qui ressemble à nos arrière-fonds culturels occidentaux, alors elle peut être digérée par ce monde-là, mais sinon, ça les intéresse pas. Quoi. Parce que je pose toutes ces petites questions, parce que quand tu dis c'est le rapport de la presse, je sais aussi que le monde s'est mis à la photo, puis à la photo en couleur, parce que si vous voulez continuer à être lu, il fallait passer par... Oui. Il n'a pas été plus lu pour autant. Oui, faut pas croire. Je sais que ça a changé, quoi, qu'il y a des photos dans le monde. Mais ce qui change, c'est que maintenant, ces photos peuvent venir de n'importe qui. Voilà. Il est plus nécessaire d'envoyer des photographes. Il suffit que quelqu'un ait sorti son portable au moment d'une manif au bout du monde pour qu'on puisse avoir une photo. Donc, et pour moi, c'est pas un mal. Moi, je m'en fiche complètement que la photo qui paraît dans le journal ait été faite par Capa
ou par un gars qui était là par hasard et qui a sorti son portable. Ça, pour moi, ça n'a aucune importance et ça ne change rien, en fait. Au contraire, peut-être que d'une certaine manière, ça peut permettre de clarifier les choses, à savoir, effectivement, il y a bien un art de la photographie, mais ce n'est pas le photoreportage. Voilà. Donc au moins, ça permet de clarifier ça. En revanche, l'inconvénient, c'est que du coup, les photoreporters se précipitent soit dans le monde de l'art, et donc, du coup, réinvestissent un autre champ. Je ne cesse d'y penser parce que est-ce que, par exemple, le festival du photoreportage qui est Visa à Perpignan depuis, je ne sais pas, 25-30 ans, parce que si je me souviens bien, j'ai vu la première édition, moi, puisque j'étais à Perpignan à ce moment-là. Est-ce que ça a changé? Est-ce que c'est ça qui a fait basculer tout ça? Ou ça n'a rien à voir? Pour moi, c'est plutôt un symptôme. J'ai l'impression, je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Non, le festival Visa pour l'image, d'abord, cherche à faire perdurer envers et contre tout l'idée du photographe héroïque, etc., personnalité singulière, etc. Enfin, tout ce qui a été construit au moment de la guerre d'Espagne et adopté par les systèmes médiatiques multinationaux, à cette époque-là, le Visa pour l'image cherche à le faire perdurer. Ça, c'est absolument évident. Ils ont une vision extrêmement conservatrice de ce qu'est la photo de presse et de ce que doit être la photo de presse. Or, tout le monde sait que cette image-là, c'est juste une construction. Il suffit de voir la photo par Gilles Caron de Depardon en train de filmer un enfant cachectique en train de mourir, avec son pantalon au pli impeccable, pour bien comprendre qu'on n'a pas affaire à des héros. Point barre. Donc, franchement, et ça a toujours été comme ça. Ce qui s'est construit sur Capa, puisque tu as parlé de Capa, ça s'est construit sur des faux semblants du début à la fin. Capa a été engagé dans la guerre d'Espagne alors qu'il venait d'Europe centrale en se faisant passer pour un grand photographe américain, et il a pris ce nom de Robert Capa, qui n'était pas le sien, pour faire croire aux agences de presse françaises qu'il était un grand photographe américain et qu'il fallait donc le payer 2 fois plus cher que les autres. Et il a été envoyé sur cette base mensongère totale, qui est une fiction, mais la photo de presse n'a finalement inventé que des fictions. Il est envoyé comme ça en Espagne. Et on sait qu'au moins la moitié de ces photographies ont été faites par sa compagne de l'époque, Gerda Taro, qui, elle, n'a jamais eu droit à exister en tant que photographe, de son fait à lui. Et ensuite, cette fameuse photographie, elle-même le raconte dans ses mémoires. Capa a emmené des soldats pour jouer le soldat républicain qui se prend une balle et qui tombe par terre. Et manque de bol, il y en a un qui s'est pris une balle. Mais on ne sait pas si c'est au moment où il a fait la photo ou pas. En tout cas, il est retenu de cette espèce de mise en scène complètement déconfit. Et voilà. Et sur ça, on a construit le mythe du héros photographe. Mais lisez le livre de Michel Pauvert et notamment son dernier chapitre sur Gilles Caron. Et vous verrez exactement comment sont construits les mécanismes du photographe héros. C'est la fameuse affaire du désert du Tibesti, où des photographes s'embarquent en 4x4, dont Gilles Caron, dont Raymond Depardon et quelques autres, s'embarquent en 4x4 dans le désert du Tibesti de leur propre chef, sans aucune commande d'agence, sans rien, sans garde-fou, pour aller photographier des rebelles. Et puis, ils sont encerclés par l'armée, et ils agitent le drapeau blanc. C'est Gilles Caron qui sort de l'endroit où ils étaient en agitant le drapeau blanc. Les Tchadiens font prennent en otage les photographes, les épargnent, mais ils massacrent tout le monde. Et dans Paris Match, après les intenses négociations entre le gouvernement français et tchadien pour libérer ces photographes, dans Paris Match, au bord de reportage, on parle uniquement de ces photographes héros
qui ont risqué leur vie, etc., etc., et pas une seconde. Il est fait état du fait qu'ils ont marchandé leur survie, leur libération, au prix du massacre des gens qu'ils étaient les photographier. C'est comme ça que ça se construit. C'est tout. Et tout le monde sait bien, alors je sors de la photo, que n'importe quel reportage télévisé, soi-disant sur le théâtre des opérations, peut être totalement bidonné et fabriqué en studio. Voilà, pour la photo, c'est exactement pareil. Je trouve que, bon, on peut discuter à perte de vue sur tout ça, mais on sait bien que tout a été fabriqué et tout est fabriqué. Mais ça la rend peut-être plus intéressante, d'ailleurs. Si on la regarde sous un autre angle. Après tout, la naissance de la photographie s'est faite comme ça. Autoportrait en noyer d'Hippolyte Maillard, c'est quoi? C'est un fait divers, une fille qui s'est jetée dans la presse, dans la scène, et puis il y a un texte derrière, il fait une supplique, il se photographie comme le Christ de Mantegna, et patati et patata, et là vous avez tous les ingrédients sur quoi c'est finalement compris, en général, la photographie. La référence à la mythologie religieuse, la référence à la peinture, le faux semblant et le mensonge par rapport au réel, parce que bien sûr Bayard ne s'est jamais jeté dans la Seine, voilà, etc. Le corps dénudé, voir la petite fille vietnamienne brûlée sur une route et dont toute la presse occidentale s'est repue parce que on voit une petite fille à poil. C'est quand même, voilà. Ça aussi c'est un grand ressort. Toute la pornographie dont Christiane a parlé, elle est inscrite en permanence dans la photo de presse. Voilà, on peut continuer comme ça à l'infini. Donc c'est des histoires archi connues qu'on a rebattues pendant longtemps, mais c'est vrai qu'il y a une hégémonie. Alors moi je dis pas une hégémonie de la presse, mais du monde médiatique en général. C'est maintenant, c'est Facebook, c'est Google, c'est voilà, ça se passe. C'est l'agence Corbis qui a racheté toutes les agences dans le monde en détruisant l'idée du droit d'auteur au profit du copyright américain. Là aussi, dans l'économie de la photographie, il y a quelque chose à dire d'important par rapport à ça. Je suis d'accord, je sais que au niveau télévision, ça se voit bien que dans les télévisions, il ne reste plus que les poules journalistes, que les rédactions. Tous les saltimbanques ont été virés de la télévision. On achète l'extérieur, les émissions, mais elles ne sont plus fabriquées dans la chaîne. C'est vrai que du coup, dans la chaîne, il ne reste que la rédaction. Automatiquement, tous les discours, tous les débats de plateau, tout ça, c'est de l'entre-soi, mais c'est flagrant, quoi. Ça, c'est flagrant, pas de problème. Et après, là, on vit avec, et donc, on trouve des échappatoires en tant qu'auditeur. Voilà. Tout simplement, hein. Voilà, après, bon, la photographie de guerre, c'est aussi une fiction dans le sens, de toute façon, personne ne voit jamais la guerre. Comme l'a dit Christiane Boller, on peut la sentir éventuellement. Oui, j'ai bien aimé. Mais au moment où vous prenez une balle, vous ne la voyez pas arriver. Et après, vous ne voyez plus rien, parce que vous êtes mort. Donc tous les reporters de guerre disent de toute façon on ne voit pas la guerre. Tous les soldats ne la voient pas arriver sur eux non plus. Enfin, c'est voilà, dire qu'il y a de la photo de guerre, ça aussi c'est une fiction, ça n'existe pas. Personne n'a photographié la guerre, c'est quelque chose qui ne se voit pas. Jamais. Ou alors vous êtes déjà mort. Donc la photographie de guerre n'existe pas en réalité. C'est une construction inventée par les médias. Parce que tous les gens qui ont fait la guerre disent bien qu'ils ne l'ont pas vue. Les photographes de guerre le disent, ils l'ont dit et redit. C'est pour ça que maintenant ils restent dans les grands hôtels internationaux, parce que ça revient au même. Et puis les soldats disent bien qu'ils ne voient rien et qu'ils ne comprennent rien à ce qui se passe. Donc comment il y a une possibilité de photographie de guerre dans tout ça? Il n'y en a pas. Et il n'y en a jamais eu. Donc, s'il n'y en a pas eu et qu'on nous parle d'une photographie de guerre, c'est que c'est une construction qui a des objectifs économiques, politiques, idéologiques.
Et on l'a bien vu avec la guerre du Vietnam. La guerre d'Espagne, peut-être, voilà, qui sont mises dans l'espoir de Malraux, mais qui sont bien. Mais c'est pas des photographies de combat, oui. Vous avez raison, là. Quand on regarde les photos... remarquez les événements, qui sont toujours des événements catastrophiques, ne sont jamais vus. Si, peut-être, l'obstination des gens à avoir la photographie, à avoir le mobile à la main, a fait qu'il y a eu, dans les catastrophes récentes, des gens qui ont pu photographier les avions des tours du 11 septembre 91 et les avions rentrant dedans. Ça, ce sont bien des amateurs qui ont fait ça. Ou alors la vague du tsunami qui a été faite à un certain moment. Il y a une ou deux photographies très impressionnantes de l'événement en train de se produire, ou même du récent. Mais c'était le premier où il y a une photographie qui a été faite, mais qui représente cette vague que l'on voit arriver sur le spectateur et qui est effectivement comparable à une œuvre qui aurait été fabriquée comme le train d'entrée en gare de La Ciotat, où on a l'impression qu'ils se sont mis exprès là devant pour la voir arriver. Mais c'est rare de voir des choses pareilles, effectivement. Tout à fait, et quoi qu'il en soit, parce que c'est comme les camps de concentration, c'est simplement parce qu'il n'y a pas eu, on n'a pas pu les filmer parce qu'il n'y avait pas, on ne les a fait qu'après coup. Il n'y avait pas de photographe. Peut-être qu'y avait-il, d'ailleurs, il n'est pas impossible qu'il y ait des photographies qui a été faite par les geôliers, par les tortionnaires eux-mêmes, puisque l'on voit que les Américains avaient fait des photographies en Irak qui se sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, retournées contre eux. Il n'est pas du tout impossible, à mon avis, que les SS ou la Gestapo aient photographié, seulement ils n'avaient pas les mêmes moyens, les mêmes facilités, et il est possible qu'ils ne l'aient pas fait, et que ça a été censuré ou que ça a été retenu, parce qu'il y a énormément de choses qui, d'autre part, sont, même si c'est d'un intérêt majeur, qui sont soit conservées par les services de police ou les services d'armée. Ça on ne peut pas savoir, on ne peut jamais dans ces domaines-là être absolument assuré de ce qui se passe au niveau de la possession des documents ou de leur destruction. Et René, il y a eu un épisode très célèbre de photos faites à l'intérieur des camps qui ont été montrées il y a 7 ans. Un épisode de photos qui avaient été faites par des Sonderkommandos dans une chambre à gaz. Et il y a eu une violente polémique entre Didi Huberman et Claude Lanzmann. Là-dessus, Didi Huberman a commenté ces photos et Lanzmann a déclenché une polémique disant qu'on ne devait pas montrer ces photos. Ça a été très... Des gens en train d'entrer dans les chambres à gaz. Mais il y a des pendaisons aussi. Oui, des photos pendaisons prises par aussi, les là. gendarmes qui surveillaient l'entrée des gens dans les chambres à gaz. C'était filmé par les SS aussi. Non, pas par les SS. Non, mais il y a des pendaisons aussi. Moi, Après, oui, il y a des pendaisons. Non, elles sont dans les archives. Moi, je les ai utilisées. C'est de l'ordre de la sécurité. Dans Rasdep, on en a mis, oui, bien sûr. Si, il y a des pendaisons dans Rasdep de camps de concentration, c'est beaucoup plus récent que ça. Il y avait effectivement, il y avait des photos qui ont été prises au moment de l'ouverture des camps en 40 ans, là, on est arrivé en 45. Et qui montraient les... mais c'est pas ça ce que je peux me dire, en effet, mais je ne les ai jamais vus, moi. C'était les corps sortis des chambres à gaz eux-mêmes, les corps accumulés. Il y a même eu, ça a même été exposé, en fait, à l'hôtel de Sully, et une exposition, il y a eu un catalogue de cette exposition, dans lequel écrivait Didi Huberman. Ensuite, il y a eu une attaque de Lanzmann
contre cette exposition et contre Didier Berman. Et ensuite, il y a une réponse de Didier Berman qui est parue sous la forme d'un volume aux éditions de Minuit qui s'appelle Image malgré tout. Pourquoi il a tapé ça? Mais parce que pour Lanzmann, il ne doit pas y avoir d'image des camps. On ne doit pas montrer les images des camps, ça ne doit pas exister. Et il a fait tout son fonds de commerce là-dessus. Donc, c'est culture. Non, c'est l'image. C'est l'image qui est significative. oui, enfin, son prétexte, c'est de dire. Son prétexte. Dans son petit livre sur la photographie, Suzanne Zonta dit que précisément sa vie a été changée au moment où, quand elle était petite, elle a vu des images de déportés, les images de ses corps décharnés. Donc l'image a une très grande signification. Oui, mais si tu veux, Lanzmann a fait son œuvre, en particulier son œuvre cinématographique, sur l'idée qu'on ne montre pas ce qui s'est passé, on interroge. Je l'ai vu, mais c'est parce que c'était parce qu'il pensait que c'était plus impressionnant. Oui, le fait, il y avait des gens qui racontaient, il y avait des gens de Sortant Commando d'ailleurs qui racontaient la façon dont ils étaient obligés d'aller conduire les gens, de sortir les cadavres, des choses affreuses. Mais on ne les montrait pas parce qu'on n'avait pas de photographie, mais ils ne disaient pas que c'était pas principe. Si, c'était pas principe. Ah oui, non, là, il a posé un interdit que rien ne l'autorise à poser d'ailleurs. Donc il a posé un interdit, il s'est élevé violemment, il a attaqué, il a insulté Didier Berman, en le traitant de juif honteux, enfin... Et non, ça a été une polémique extrêmement violente. Extrêmement violente. Ah oui, mais là, je ne nie pas la photo, au contraire, ça m'en a pas toujours, la photo. La photo est souvent décevante par rapport à ce qu'elle signifie, ou à ce qu'on pourrait mettre, parce qu'elle ne montre pas, quand elle montre un homme torturé, mais pris en photographie, quand il est mort, rarement c'est affreux, mais enfin c'est rarement, c'est pas le moment même de la souffrance, c'est ça. C'est l'après-coup. Sauf le supplice chinois. Oui, après, il y a effectivement le supplice des 100 morceaux, tel que le montre Bataille. Bataille a fait tout un travail. Oui, tout à fait. Ah, c'est à fond, ça. Je dois dire que cette photographie du chinois découpé en morceaux, tel qu'il a été fait par Dumas, je ne sais pas qui qu'il avait fait, qu'il avait pris, c'était pas certainement Dumas, du traité de psychologie, mais ça avait été ajouté, ça je dois dire que c'est tout à fait insoutenable, et Bataille a écrit justement que ça a été pour lui insoutenable comme vision. Non, et pourtant c'était une photo. C'était une photographie, mais je n'irai pas la regarder. Pas du tout, c'était un je n'irai pas la regarder. C'est la défense pure. Il va plus que de relire ce que Foucault. Mais il est vrai que Foucault avait un côté sadique, et que quand il a eu le courage de recopier le supplice de Damien dans Surveiller et punir, ça, je ne comprends pas comment il a pu écrire cela, et le recopier de ses propres mains, et le corriger de ses propres mains, c'est affreux, épouvantable. Et je vous le conseille pas, mais c'est dans le gros volume. Il y a un volume de psychologie classique qui est au XIXe siècle et au XXe siècle connu, qui s'appelle Georges Dumas, le manuel de psychologie de Georges Dumas, dans lequel il y a cette photographie, au niveau de la douleur, on ne sait pas quoi. Et où on voit ce chinois découpé en morceaux. Mais c'est Bataille qui l'a trouvé. Oui, mais dans les, comment ça s'appelle le livre, les roses. Dans les larmes des roses. Les larmes des roses. Oui, il le fit dans les larmes des roses. C'est pauvre. Il y a une genèse de l'image érotique. Oui, tout à fait, oui. Lui, il voit un objet érotique. Il ne voit pas du tout un objet de répulsion. Mais peut-être qu'il pense les roses. Ça s'est continué, je crois que ça s'est continué jusqu'au moment de la guerre, jusqu'au moment
de la guerre de Chiang Kai-shek, du Kuomintang, j'ai l'impression, au début du XXe siècle. Je crois que ces supplices chinois classiques de découpage en 100 morceaux, je ne sais pas comment ça s'appelle, ça existait, il y en avait qui étaient faits publiquement et qui avaient pu être photographiés. Là, on sent quand même la chose. Bon, écoutez, je remercie encore. Je signale que le 23, nous avons le plaisir d'entendre, mais soit intelligible et compréhensible pour expliquer ce que tu veux dire, parce que tu as écrit de Nietzsche et Mahomet, qui pour n'importe qui est complètement incompréhensible. Donc, il faut que tu expliques ce que ça veut dire. Donc un jour, je vais expliquer, René. Et dans quel rapport ça peut avoir avec notre thème de l'art et la vie? Dans l'art et la vie, on a fait une soutenance de thèse, toi et moi. On a ne m'engage pas. Mais c'est l'esthétique. C'est l'esthétique. René, c'était une thèse sur l'esthétique en islam. Moi, j'essaie de ramener l'esthétique chez Nietzsche et l'esthétique de Mohamed et ce personnage. Parce que j'ai expliqué à plusieurs reprises que Zarathustra, c'est la prophétie. Mohamed, c'est la prophétie. Articuler ça dans un espace philosophique. Voilà qu'est-ce que... J'ai un ami avec moi qui est un vieux, grand spécialiste de l'islam, qui a enseigné à la Sorbonne et qui est agrégé en lettres, arabes et qui vous connaît. Normalement, il va venir avec moi. Il va me donner un coup de main parce qu'il est plus spécialiste dans ce... Par exemple, quand j'ai parlé sur Derrida et sur les Lascars, on a découvert un document que Nietzsche a lu un document traduit de l'arabe en allemand sur un groupe qui ont fait la rupture, qui c'est les Lascars de la période islamique. Et c'est lui qui m'a appris ça. Ça veut dire que les Lascars, on les appelle Sa'alika. Et on essaye d'expliquer et d'articuler comment la prophétie de Mohamed s'articule avec Zarathustra, ainsi par Zarathustra, dans un cadre esthétique et conceptuel et ontologique. C'est correct, il n'y a pas de souci. Voilà, merci. René, tu te souviens? Non, avec René, on a fait un séminaire sur l'état voyou. Et dans l'état voyou, voilà, non, les Lascars, c'est Lascars, on a traduit les Lascars, et c'est grâce aux Lascars musulmans qui ont vécu dans l'ère musulmane que Nietzsche a été influencé avec des textes et des preuves. Ok, je vous ai envoyé un email. Tu as lu mon email? Je change de salle, il y a beaucoup de monde, il y aura beaucoup de monde. S'il y a du monde, très bien. Mais... Il y aura du monde. Non, il ne faut pas exagérer. Cette salle, s'il y a plus de monde qu'il y a ici, je serai parfait. D'accord. Ok, il n'y a pas de souci. On est d'accord. Bon, nous y allons, il y a la clé. Ta clé? La clé. La clé de quoi? De la porte. Les bonbons aussi, René, que j'ai pas mangé plein. Oh, je vais te piquer le bonbon. Avec la piquette de Gobert. C'est super bon ça. J'ai pas mis mon nom. Ça sera pas moi la prochaine fois, ce sera Stéphane. Hein. Moi je serai à Marseille la prochaine fois, c'est Stéphane. Ah ben non, c'est pas ça la liste des noms. Elle est là. Attendez. Parce que vous êtes... C'est pas grave, c'est pas grave. Vous êtes beaucoup trop rapide pour moi. Il faut que ça... Quoi, c'est bon? Moi c'est Lionel. Lionel? Non, c'est pas grave, tu sais que j'étais là, de toute façon. Non, mais moi je suis pas resté, je suis pas resté. Lionel, comment? Ah, mon Dieu, mais. Oui, c'est ça. mais il est mort, lui, en tout cas, je suis un fou.
Qu'est-ce qu'il a fait? Oh, Lionel Souka. Et non, et où c'est qu'il a mis son... La prochaine fois, René, ça sera pas moi. Où c'est que tu t'es inscrit? Voilà, je ne suis pas inscrit, j'ai oublié de m'inscrire. Tu l'as mis? Non, j'ai pas mis. Et pourquoi? Vous mettez un tampon d'office. Parce qu'il faut. Je serai pas là la prochaine fois. Garde le tampon. Maintenant, ça ne fait rien. Mais alors, Oui, oh là là, oui. On a fait les. Enfin,